Ma vie est mon message. Donc on va voir comment, par ses actes, ses comportements, etc., il a voulu délivrer un message pour le monde, un message de la paix, qui continue aujourd'hui à inspirer beaucoup de personnes dans le monde, dont Vandana Shiva, Satish Kumar, mais on peut penser à Nelson Mandela à son époque, etc. Tout un tas de personnes qui continuent à être inspirées par lui. Donc pour revenir par rapport au thème de ce soir, qui est donc la philosophie de la non-violence ou philosophie de la paix, d'une certaine manière, on peut l'appeler de deux manières. Déjà, c'est vrai que moi, avant, je pensais que la philosophie de la non-violence, enfin que le concept de non-violence, c'était Gandhi qui l'avait inventé. Je m'étais un peu mis ça dans la tête. Et en fait, en étudiant le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. La non-violence, c'est une philosophie qui est présente dans l'hindouisme depuis la nuit des temps. Donc en fait, il y a des textes anciens qui parlent déjà de la non-violence, voilà, et bien avant que Gandhi le prenne. Donc en fait, Gandhi, il a fait que, entre guillemets, parce que c'est déjà pas mal, canaliser tout ça pour pouvoir le mettre en action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est une pratique qui est très ancrée dans la culture hindoue. Et au-delà de Gandhi, heureusement, il n'y a pas que lui. Il y en a eu d'autres avant lui, mais il y en a d'autres après lui. Et moi, ce soir, je vais particulièrement vous parler de Vandana Shiva et de Satish Kumar. Pourquoi eux? Parce que, d'une part, ils sont vraiment dans la droite ligne de Gandhi. Ils sont sur des terrains d'action qui sont différents. Eux sont plus sur l'aspect, sur l'écologie, en fait. Mais il y a quand même un lien, ils font le lien entre écologie et les droits humains. Parce que pour eux, il y a un lien direct entre les deux. Et la non-violence a vraiment son rôle à jouer dans tout ça. Et puis, je les ai choisis aussi parce que j'ai eu la chance, il y a maintenant 7 ou 8 ans, de les rencontrer lors d'un voyage en Inde. J'étais parti en Inde voilà, il y a plusieurs années, pendant plusieurs mois. Et juste avant de partir, la veille de mon départ, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Enquête de sens. Je ne sais pas si certains le connaissent. Et les gens qui faisaient le documentaire étaient partis dans un tour du monde pour essayer de voir un peu toutes les initiatives positives qui existaient dans le monde. Et ils sont allés à l'Université de la Terre, animée par Vandana Shiva et Satish Kumar. Voilà. Et je les ai découverts dans ce documentaire. J'en avais jamais entendu parler, mais j'ai tellement adoré que j'ai regardé sur Internet. Il se trouvait qu'il y avait leur séminaire à l'Université de la Terre qui avait lieu à peu près au moment où moi j'étais en Inde, donc je me suis inscrit et j'y suis allé. Donc c'est aussi pour ça que je les ai choisis eux, parce que j'ai eu la chance de les côtoyer pendant 10 jours, c'était 10 jours le séminaire, et c'est peut-être ceux que je connais le mieux d'une certaine manière par rapport à la non-violence. Donc, pour revenir donc à Gandhi quand même, parce que bon, ok, c'est pas lui qui a inventé le concept, mais quand même, il l'a quand même mis en action, et ça, c'est pas rien du tout. Je vais vous donner quelques éléments par rapport à lui, par rapport à sa biographie. Alors déjà, il est né le 2 octobre 1869. Alors aujourd'hui, le 2 octobre, si je ne me trompe pas, c'est la journée de la non-violence, c'est bien ça? Donc voilà, donc chaque année, au moment de la naissance de Gandhi, on commémore justement la non-violence. Il est né dans le nord-ouest de l'Inde, dans une famille a priori plutôt aisée, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Gandhi, pendant toute sa jeunesse et même jeune adulte, c'était un fervent défenseur de la modernité et il était en admiration devant l'Empire britannique. C'est quand même étonnant, parce que 40 ou 50 ans plus tard, il va se battre, enfin, il va obtenir l'indépendance de son pays de l'Empire britannique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, il avait fait des grandes études pour devenir avocat, etc. Il était vraiment dans cette idée du succès, un peu, on va dire, à l'occidental, dans le sens de la modernité et tout ça. Et puis, pour réaliser ce projet, il est parti à Londres pour faire ses études. Et en fait, là, il a rencontré notamment Helena Blavatsky et la Société théosophique, qui lui ont transmis un certain nombre d'enseignements. Il a découvert la Bhagavad Gita, qui est pourtant un texte fondateur pour l'Inde, qui est vraiment très important, mais il l'a découvert là-bas, il l'a étudié, et du coup, c'est là qu'il a commencé à changer sa vision du monde et à se rendre compte que finalement, la modernité, le monde moderne des Occidentaux n'était peut-être finalement pas si bien que ça. Et donc il fait ses études, il obtient ses diplômes, etc. Puis il rentre en Inde, il cherche du travail, il n'en trouve pas, donc il accepte d'aller travailler en Afrique du Sud.
Et normalement, il devait aller en Afrique du Sud seulement une année. Et finalement, il va y rester 20 ans. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, il se rend compte que les Noirs, mais aussi les Indiens qui avaient émigré en Afrique du Sud, en fait, étaient maltraités par les colons anglais. Et par les Blancs. Du coup, il a été choqué par ça et il a commencé à se battre de manière non violente, avec les principes qu'il avait quand même appris de la Bhagavad Gita, mais aussi de l'hindouisme, parce qu'il restait quand même hindou. Il a commencé à mettre en place des actions, des pétitions, des manifestations non violentes, des jeunes, pour se battre, pour améliorer la situation des Indiens en Afrique du Sud. Donc il va faire ça à peu près donc, de 1893 jusqu'en 1915 à peu près. Et puis, c'est là où il va commencer à forger ses premières armes, on peut dire, pour le combat de la non-violent qu'il va mener ensuite pour libérer son propre pays. Et donc en 1915, il rentre en Inde et il commence justement à lancer des actions contre les colons britanniques, mais toujours avec comme marque de fabrique la non-violence. Donc ça va être des marches, des pétitions, etc., des manifestations, mais jamais il va se laisser aller dans la violence pour essayer de faire partir les Anglais. Et donc, jusqu'en 1947, il va mener ce combat, et en 1947, il va obtenir l'indépendance de son pays, mais pas de la manière dont il espérait. C'est-à-dire qu'effectivement, il va obtenir l'indépendance, mais la décision qui va être prise, ça va être de partager le pays entre les hindous et les musulmans. C'est comme ça que sont nés le Pakistan et le Bangladesh. Mais lui ne voulait pas ça. Lui, il voulait un pays uni où toutes les religions vivaient ensemble. Il ne voulait pas de cette partition. Donc finalement, Gandhi, il n'a pas été très heureux finalement de cette indépendance, parce qu'elle ne s'est pas passée comme il le voulait. Et notamment, paradoxalement, en fait, il a obtenu l'indépendance par un combat non violent, et dès qu'il y a eu l'indépendance, que les Anglais se sont retirés, paf, guerre civile, massacre entre hindous et musulmans dans le pays. Voilà, les musulmans qui sont obligés d'émigrer d'un côté, les hindous de l'autre, etc. Et il y a d'ailleurs un journaliste qui a demandé à Gandhi à la fin de sa vie s'il avait su que ça se terminerait comme ça, est-ce qu'il aurait fait ce combat? Et il a répondu non, parce que lui ne voulait pas de ce bain de sang qu'il y a eu à la fin. On verra un petit peu pourquoi dans la suite de la conférence, comment on en est arrivé là, quoi. Et puis finalement, le 30 janvier 1948, il sera assassiné à New Delhi par un fanatique hindou. Et donc, il y a une citation de Gandhi que j'aime bien, qui, je pense, va inspirer un peu tout le message de cette conférence. C'est justement « Ma vie est mon message ». Donc, on va voir comment ses actes, par ses actes, ses comportements, etc., il a voulu délivrer un message pour le monde, un message de la paix, qui continue aujourd'hui, du coup, à inspirer largement beaucoup de personnes dans le monde, dont Vandana Shiva, Satish Kumar, mais on peut penser à Nelson Mandela à son époque, etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas de personnes qui continuent à être inspirées par lui. Alors déjà, quelque chose qui me paraît important, c'est que pareil, pour moi, avant d'étudier le sujet, je comprenais la philosophie de la non-violence comme être non-violent, c'est refuser de se battre, donc ne pas prendre part aux choses. En fait, pas du tout. La non-violence, c'est un combat, mais avec d'autres armes. Les armes sont plutôt des armes intérieures, on pourrait appeler les vertus. Les vertus, c'est quoi? C'est un peu tous les moyens qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes qui nous permettent d'agir, mais en respectant vraiment nos valeurs, nos principes, et qui nous élèvent vers le bien, voilà, vers une version, on va dire, meilleure de nous-mêmes, d'une certaine manière. Et donc ces armes intérieures, ça peut être le courage, la persévérance, la patience, la maîtrise de soi, la discipline. Voilà. Et c'est avec ces armes-là que Gandhi va se battre. Parce que oui, la non-violence est un combat, mais différent, avec une autre vision des choses. Alors un texte très important pour Gandhi, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est la Bhagavad Gita. Donc un texte qui vient de l'hindouisme, qui est à la fois texte religieux, mais aussi texte philosophique, qui
transmet beaucoup de messages par rapport à justement à ce combat qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, entre une partie de nous qui a envie de confort, qui a envie d'avoir plein de choses, tous nos désirs, etc., nos instincts, et puis une partie plus élevée, on va dire, qui cherche à s'élever, à grandir, à aller, à vivre selon nos aspirations les plus profondes. Et forcément, ça tiraille à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu d'une certaine manière, ce tiraillement entre des fois où on se dit, bon, ça, si je faisais ça, ça serait quand même bien pour moi, pour les autres, etc. Mais ça va me coûter quelque chose et du coup, hop, ça tiraille. La Bhagavad Gita, elle raconte sous la forme d'une bataille entre deux armées, elle raconte justement ce combat qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous explique comment en sortir, en fait, par le haut, d'une certaine façon. La Bhagavad Gita, c'est un texte qu'on étudie beaucoup dans notre école de philosophie, dans le premier cycle, mais même dans les cycles suivants. On l'étudie énormément. Et donc Gandhi, il va beaucoup se référer à ce texte, et à tel point que régulièrement, il va aller faire des retraites spirituelles pendant qu'il va mener son combat non-violent. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où il va être, entre guillemets, sur scène, où il va intervenir, il va mettre en place des actions, et puis régulièrement, il va aller se retirer dans un ashram pour méditer, et il va beaucoup travailler sur la Bhagavad Gita, justement, pour après repartir au combat. Donc d'une certaine manière, il a besoin de ce mouvement pour aller puiser dans ce qui nous inspire pour pouvoir repartir à l'action. Puis hop, on reprend, on se reconnecte à pourquoi, au sens des choses, pourquoi on se bat, quelle est notre finalité, et hop, on repart en action. Donc c'est vraiment ce mouvement-là que Gandhi faisait régulièrement, en fait. Et donc, son combat pour la non-violence, il va expliquer sa vision, plutôt, pour l'indépendance de l'Inde dans un livre qui s'appelle Ind Swaraj. Ind, ça veut dire Inde, et Swaraj, ça veut dire l'autogouvernance, d'une certaine manière la maîtrise de soi. Et je vais revenir un petit peu plus là-dessus. Donc c'est un livre qu'il a écrit en 1909, alors qu'il était encore en Afrique du Sud. Je vais juste vous faire un schéma. Voilà, ce sont les trois grands principes qui vont, on va dire, qui vont inspirer Gandhi dans son combat pour la non-violence. Alors, le Swaraj. Dans Swaraj, il y a deux parties. Il y a Sva qui veut dire soi-même, et Raj, ça, étymologiquement, c'est le roi, mais en fait, c'est l'idée de se gouverner. En fait, le roi de soi-même, d'une certaine manière. On se dirige soi-même. On ne se laisse pas aller dans tous les sens, etc. On se dirige soi-même. Donc, c'est d'une certaine manière, on peut parler de la maîtrise de soi. Donc se diriger soi-même, ça veut dire être moteur de sa vie, et ça veut dire aussi s'émanciper de toutes les passions et les instincts, etc., qui peuvent nous emmener un peu dans tous les sens. Ça ne veut pas dire mettre un couvercle dessus et bien les étouffer pour ne rien en faire, etc., sinon ça explose, on le sait tous, mais plutôt apprendre à les maîtriser pour les canaliser, pour aller vers autre chose, vers des comportements plus vertueux, par exemple. C'est aussi se relier à une finalité spirituelle et agir selon nos vertus plutôt qu'agir selon nos instincts. Donc c'est un principe de volonté et d'affirmation. Ensuite, nous avons ahimsa. Alors, imsa, tout seul, ça veut dire la violence. Et a, c'est la négation. Donc ahimsa, la non-violence. Ce qu'il faut savoir, c'est que ahimsa, c'est aussi le nom d'une déesse hindoue. Donc on voit bien que ce n'est pas Gandhi qui a inventé ça, parce que c'est une déesse hindoue qui est dans le panthéon hindou depuis des millénaires et des millénaires. Et donc ahimsa, c'est l'idée, donc c'est la non-violence, mais sous la forme d'idée d'une forme d'amour inconditionnel pour toutes les choses. Donc on aime tout, en fait. Même si les gens en face ne nous aiment pas, on les aime quand même. On aime la nature, on aime toutes les choses qu'il y a autour de nous. Et donc ça nécessite forcément d'apprendre à se contrôler parce que tous les êtres humains, on a tous en nous-mêmes des pulsions de violence, d'énervement, etc. etc. Et ahimsa, si on se relie à cette force-là, l'idée c'est de trouver les moyens de canaliser ces énergies négatives pour les transformer en quelque chose de positif. Donc ce n'est pas une voie donc, de passivité, comme je disais tout à l'heure, où je n'interviens pas face à la violence, mais c'est vraiment une réponse active.
l'amour face à la haine et à la violence en toutes circonstances. Et donc Satish Kumar, dont je vais vous parler tout à l'heure, nous disait dans le cours, il disait tout le temps no harm to everything, aucun mal à tout. Voilà. La non-violence, c'est ne faire de mal à rien. C'est compliqué. On voit tout de suite que ce n'est pas si simple quand même. Mais c'est peut-être possible. Alors les principes de la non-violence, là je vous cite les termes utilisés par Satish Kumar et Vandana Shiva. Comprendre d'abord et agir ensuite. Ça veut dire agir en étant maître de soi-même. Donc c'est penser avant d'agir, c'est la prudence. Être ferme et respectueux vis-à-vis de l'adversaire. Donc ça veut dire on ne se laisse pas faire, mais toujours dans le respect de l'autre. On essaye toujours de chercher un peu un accord gagnant-gagnant et pas à écraser l'autre d'une certaine manière. Donc c'est le respecter, ne pas l'insulter, mais ne pas se laisser faire et ne pas non plus mettre de côté ses principes. Améliorer les relations entre les parties, chercher des solutions gagnant-gagnant justement, et concevoir des actions simples. Ça c'est aussi un principe très important pour Gandhi, pour Vandana Shiva et Satish Kumar. Et donc une citation de Gandhi, c'est « Puisque j'ai rejeté l'épée, il n'est plus rien d'autre que la coupe de l'amour que je puisse offrir à ceux qui se dressent contre moi. » C'est issu du livre « Lettres à l'ashram » qu'a écrit Gandhi. Et puis donc le dernier principe, satyagraha, ça veut dire tenir fermement à la vérité. Mais attention, ça ne veut pas dire tenir fermement à sa vérité, mais c'est tenir fermement à la vérité, c'est chercher la vérité dans les choses, chercher qu'est-ce qui est juste. Et la quête de cette vérité doit se pratiquer avec ahimsa, justement, avec la non-violence. Et donc chercher la vérité, c'est l'amour de la sagesse. Et amour de la sagesse, ça veut dire, c'est la philosophie. Parce que philosophie, philo, amour, sophie, la sagesse. Donc la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Satyagraha, c'est aussi la révolution non violente. Parce que Gandhi il prônait la révolution, mais la révolution non violente. C'est-à-dire une révolution qu'on mène avec la compassion, avec la bienveillance, essayer de comprendre les autres, se battre pacifiquement contre l'injustice. Donc on ne laisse pas passer les injustices pour autant, mais on ne se laisse pas aller à la violence pour autant. Et c'est aussi accepter les souffrances qui peuvent en résulter. Parce que quand on se bat avec des moyens non violents, il y a de fortes chances qu'on reçoive de la violence en face. Parce que tout le monde n'est pas non violent, malheureusement. Et du coup, ça fait partie du combat d'accepter que ceux d'en face ne soient pas d'accord et qu'eux utilisent des moyens violents contre nous. Et pour autant, on n'utilisera pas la violence contre eux. Ça, c'est quand même... c'est un grand principe, mais imaginez-vous dans votre quotidien, quelqu'un se dispute avec vous, sans dire que ce soit une violence physique, mais quelqu'un se dispute avec vous, est-ce que vous allez trouver les moyens pour vous contenir et ne pas lui balancer tout ce que vous avez envie de lui dire? C'est un peu, voilà, c'est une question à se poser. Ça, c'est un exemple concret, par exemple. Et tout ça, ça passe par une mise en action des principes. Donc, ce que l'on pense est relié à ce que l'on dit et relié à ce que l'on fait. Donc, finalement, chercher à tenir fermement à la vérité, d'une certaine manière, chercher la sagesse, ça veut dire mettre en cohérence notre vie avec nos pensées, nos actions avec nos pensées. Donc ça implique une forme de cohérence de vie, et cette forme de cohérence de vie implique souvent une lutte contre l'injustice. Une autre citation de Gandhi, « Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune cause pour laquelle je suis prêt à tuer. » Ça résume ce que je disais tout à l'heure. Et si l'on pratique le principe d'œil pour œil, dent pour dent, le monde entier sera bientôt aveugle et édenté. Donc on peut voir qu'il y a aussi une complémentarité entre ces trois éléments. Parce que pour parvenir à une maîtrise de soi, ça demande de la discipline. Et faire preuve de discipline, quand on le fait de manière rigide et à essayer de se forcer, etc., en général, on n'y arrive pas. Pour y arriver, ça demande de mettre un moteur qui est l'amour, ahimsa, pour justement réussir à tenir cette discipline, réussir à évoluer de cette manière-là. Et en même temps, il faut bien qu'il y ait un sens à tout ça.
Parce que pourquoi s'infliger une discipline de tous les jours, etc., s'il n'y a pas de sens? Donc c'est la quête de la vérité. S'il n'y a pas une direction, une finalité claire, on ne va pas le faire. Et à l'inverse, on peut, si on se relie qu'à l'amour, mais il n'y a pas de maîtrise de soi, il n'y a pas de finalité et tout ça, le risque, ça pourrait être de tomber dans une certaine forme de fanatisme. Parce que finalement, un fanatique, il est très amoureux de sa cause, mais il n'a pas beaucoup de maîtrise de lui, et donc tous les moyens sont bons pour arriver là où il veut arriver. Donc c'est pour ça que les trois sont importants ensemble. Il n'y en a pas un, il ne faut pas en cultiver un au détriment d'un autre. C'est vraiment les trois qu'il faut travailler. Et donc l'ensemble de ces éléments doivent conduire l'être humain vers le Svadeshi. Alors je vais l'écrire ici. Svadeshi, qui est, on peut appeler ça le génie du local. C'est la sobriété. C'est utiliser les ressources que l'on a autour de soi pour vivre. C'est aussi limiter nos besoins à ce qui est strictement nécessaire. Donc on peut faire le lien avec tous les combats écologiques actuels, parce que on peut voir que s'il y a tous les dérèglements, etc., dont on voit actuellement dans le monde, c'est peut-être parce qu'on consomme un peu trop. Tous les ans, il y a cette fameuse date où on dit là, on a consommé l'équivalent d'une planète, et si on continue comme ça, dans tant d'années, il faudra l'équivalent de 3 planètes pour avoir tous nos besoins pourvus. Et le Svadeshi, la proposition de Gandhi et de la non-violence, c'est d'apprendre à se maîtriser pour qu'on se limite à ce que l'on a besoin, ce que l'on a réellement besoin. Gandhi disait par exemple, « Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien, et chacun se contenterait de ce qu'il a. Si tous les hommes comprenaient l'éternelle loi morale du service à autrui, ils considéreraient comme un péché d'amasser des richesses, alors il n'y aurait plus d'inégalité de fortune et par conséquent plus de famine, plus de gens qui meurent de faim. » Donc ces concepts, pour Gandhi, ils s'appliquent autant à soi-même qu'à la société. Et d'ailleurs, ça commence par soi-même. D'ailleurs, Gandhi disait beaucoup « soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Parce que tout changement de société commence déjà par l'individu. Donc c'est une invitation à sortir un petit peu de la posture de dire on attend de nos gouvernants ou de un tel qu'ils changent. Mais d'abord, non. Comment nous, on peut changer nous-mêmes? Et ça va amener un certain changement. Donc à un niveau plus individuel, sans ces éléments bien ancrés dans nos personnalités, cela peut amener à l'émergence justement de désirs excessifs. Hop, on a un désir, clac, on l'assouvit, après un autre, etc., etc., etc. C'est la logique du j'aime et j'aime pas. Je fais parce que j'aime bien, je fais pas parce que j'aime pas. Mais du coup, on oublie que parfois, il faut aussi faire des choses parce que c'est notre devoir, parce que ça va aider les autres, parce que ça va nous aider nous-mêmes, même si ça nous demande un effort, même si on n'aime pas le faire. Mais c'est un peu la dualité entre ce que j'aime, qui parfois va en contradiction avec ce que je dois faire en tant qu'être humain, en tant que père, en tant que fils, peu importe, en tant que citoyen dans la société. Donc d'un côté, les désirs qui ont tendance un peu à nous enfermer, parce que mine de rien, assouvir ces désirs tout le temps et n'être que là-dedans, en fait, à un moment donné, on s'enferme un petit peu, même beaucoup. Et puis en face, on peut faire le choix d'être au service. Et là, quand on fait le choix d'être au service, du coup, on se libère. Parce on fait vraiment le choix de ce dont on sert réellement. Alors que quand on cherche à assouvir nos désirs tout le temps, ok, ça fait plaisir sur le moment, mais au final, on est un petit peu esclave de ce désir. On a tous eu des situations où il y a quelque chose qui nous met en colère, on n'arrive pas, on est soumis à cette colère, la colère explose, hop, et après on regrette parce qu'on a dit des choses qu'on ne pensait pas vraiment. Est-ce qu'on est libre quand on fait ça? Pas vraiment, d'une certaine manière. Alors on peut aussi apprendre des moyens pour exprimer la même chose qui nous dérange sans qu'il y ait toute cette violence et toute cette colère et tous les ressentis négatifs qu'il peut y avoir. Donc d'une certaine manière,
faire le choix d'agir en fonction de nos devoirs, voilà, de ce qui est juste en nous d'une certaine manière, bah, c'est une façon de se libérer parce que par rapport à cet exemple, c'est juste aussi de dire à l'autre que son comportement a pu nous blesser ou que telle action pose problème. Voilà, c'est juste de dire ça. Mais il y a la manière de le faire. Comme on vous l'a dit, on est dans une école de philosophie pratique. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu tous les principes de Gandhi, de la non-violence, etc., je vous propose qu'on fasse un exercice pratique justement. Parce qu'il n'y a pas meilleure manière que de comprendre la philosophie qu'en la pratiquant. Donc l'exercice va être très simple. Vous allez choisir quelqu'un que vous ne connaissez pas, un inconnu complet, dans la salle évidemment. Je vais vous laisser 5 minutes et vous allez échanger ensemble sur une question. La question est simple, c'est quel changement je voudrais voir dans le monde et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour y contribuer? Quelle peut être ma part? Bon, merci pour ces retours. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi cette pratique plutôt qu'une autre, c'est parce que quelque chose que je comprends par rapport à la non-violence, c'est que la non-violence commence par établir des relations différentes avec les autres, aussi avec soi-même, mais là l'exercice était avec l'autre, mais avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement, avec la nature. C'est un peu tout ce qu'on va voir à partir de maintenant. Enfin, on l'a déjà vu un petit peu avant avec la philosophie de Gandhi, et là je vais partir plus dans les exemples de Vandana Shiva et Satish Kumar. Mais ce qui, moi, m'a marqué dans leur parcours, c'est qu'ils nous invitent vraiment à trouver d'autres moyens de rentrer en relation avec les autres. La non-violence, c'est ça d'abord, c'est une autre manière de rentrer en relation, de manière plus positive, plus profonde. C'est pour ça que je ne vous ai pas simplement dit « présentez-vous l'un à l'autre », etc. Parce qu'autrement, on aurait dit « voilà, je fais ça dans la vie », etc. etc. C'est pas que c'est pas intéressant, mais du coup, quand on s'arrête qu'à ça, ça ne permet pas d'aller en profondeur. Et comme vous avez dit, voilà, le fait de se poser d'autres questions qui élèvent, le fait que ça élève, ça rapproche d'une certaine manière. Et donc, on crée d'autres liens avec les gens. Donc voilà, c'était vraiment pour moi le sens de cet exercice. Donc, on a beaucoup parlé de Gandhi, donc on va passer à Vandana Shiva. Donc on reste en Inde. Vandana Shiva, c'est une femme indienne qui est née en 1952 à Dehradun. Dehradun, c'est une ville qui est tout au nord, c'est presque à côté des sources du Gange. C'est peut-être une 50aine de kilomètres des sources du Gange. C'est proche du Népal et c'est le début de l'Himalaya, quoi. Donc Vandana Shiva, elle a une filiation qui est très intéressante et qui l'a beaucoup inspirée. Déjà, son grand-père maternel, qui s'appelait Muktiar Singh, il a lancé un combat non violent pour l'éducation des filles, à une époque où les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Parce qu'elle est née en 1952, donc imaginez que son grand-père, son combat, il l'a mené dans les années 20, années 10, années 20. Et en 1946, il a même créé une école pour les filles. Et il va aller tellement loin dans son combat qu'il va même mourir alors qu'il faisait une grève de la faim en 1956. Et puis ensuite, la mère de Vandana Shiva, c'est la première fille de son village à être allée à l'école. Donc on imagine qu'elle a été à l'école fondée par son père. Et elle a aussi la particularité, à une époque où les femmes étaient plutôt soumises à leur mari, voilà, elles ne prenaient pas beaucoup d'initiatives, etc. Elle a construit et géré sa propre ferme. Donc avec toutes les difficultés, voilà, et elle l'a fait dans un monde où normalement les femmes ne font pas ça. Donc c'est vraiment un exemple fort d'une femme qui décide d'être actrice de sa vie. Elle s'est aussi illustrée dans de nombreux combats non violents, donc il n'y a pas de hasard, et notamment elle a participé au mouvement Chipko, ça s'écrit C-H-I-P-K-O, ça veut dire pot de colle, et concrètement c'était les femmes d'un village qui voulaient empêcher la déforestation en Inde, et du coup elles allaient enlacer les arbres pour empêcher les arbres d'être coupés. Et donc sa fille Vandana va participer aussi à ce combat avec sa mère à l'âge de 21 ans. Et le père de Vandana Shiva, il était garde forestier. Et en fait, Vandana Shiva elle-même, elle le dit qu'elle a grandi entre la ferme et la forêt. Parce qu'en fait, elle partait dans la forêt pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec son père,
Et donc, elle dit vraiment que c'est ces deux inspirations qui ont créé ce lien magique, d'une certaine manière, avec la nature. Et en même temps, elle a évidemment été inspirée par les combats non violents de sa mère, de son grand-père et tout ça. Et donc, elle s'illustre, parce qu'encore aujourd'hui, elle s'illustre pour le droit des femmes, l'écologie et le droit à l'autodétermination des peuples. Alors, Vandana Shiva aussi, elle a un parcours universitaire assez important. Elle a fait une licence en physique, puis un master dans les années 70. Elle a étudié la philosophie des sciences au Canada et elle a fait une thèse qu'elle a finie en 1977. Et en même temps, elle a aussi été très influencée par la Bhagavad Gita et par Gandhi. Et d'ailleurs, elle se définit comme disciple de Gandhi. Donc elle est vraiment dans cette lignée de la non-violence et elle continue ce combat encore aujourd'hui. Alors, pour comprendre le sens de son combat, il faut donner quelques éléments de contexte. Donc, on est en Inde dans les années 70. Et donc, en Inde, dans les années 70, c'est le moment où la population commence à exploser. Donc, du coup, il faut trouver des solutions pour nourrir cette population. Et donc, la solution trouvée par le gouvernement, c'est la révolution verte. Mais la révolution verte, ce n'est pas la révolution verte comme on l'imagine aujourd'hui, c'est on balance des pesticides au maximum pour faire que les rendements soient le mieux possible, etc. Donc, c'est engrais chimiques, utilisation intensive de l'engrais chimique, copie des techniques de culture intensive qui étaient déjà mises en place en Occident et la mécanisation de tout ce qui est agriculture et tout ça. Alors au début, ça a très bien marché. Pas de souci, ça a super bien marché. Sauf qu'au bout de quelques années, il y a eu des dégâts énormes sur l'environnement. Les sols sont devenus stériles, les nappes phréatiques ont baissé de manière considérable, les sols très pollués, donc ça a amené à une catastrophe écologique. Et donc, les paysans qui au début s'est dit « ouais, chouette, on va pouvoir produire, etc., gagner de l'argent et vivre bien », en fait, ils se rendent compte que en fait, tout ça arrive à une catastrophe écologique et donc ils n'arrivent plus à cultiver leurs terres, ils n'ont plus de rendement, ils ne peuvent plus rien produire. Et évidemment, tout ça quand même, parce qu'il y en a qui ont des intérêts là-dedans, ce sont toutes les firmes multinationales qui vendent les pesticides et qui ont gagné beaucoup d'argent là-dedans. Et donc Vandana Shiva, c'est dans ce contexte-là qu'elle va lancer ses premiers combats. Donc en 1982, elle va créer une fondation de recherche pour la science, la technologie et la gestion des ressources naturelles. Mais il va y avoir une rencontre vraiment très importante pour elle qui va avoir lieu en 1987. Ce n'est pas une rencontre avec une personne en particulier, elle va participer, elle va suivre sa sœur médecin. À un moment, elle n'était pas connue du tout, etc. Elle a fait que suivre sa sœur médecin dans une réunion qui a eu lieu à Bégève, en France. C'était une rencontre internationale sur l'impact des biotechnologies et des brevets sur l'environnement. Donc autant dire que c'était toutes les firmes multinationales qui avaient des intérêts dans les engrais, les pesticides, etc., qui se sont réunies à Bégève. Et elle découvre en fait qu'il y a une stratégie des multinationales de l'agroalimentaire pour justement mettre la main sur la nature. Ça consistait en quoi? Ça consistait à mettre des brevets sur toutes les graines pour que les gens ne puissent plus produire leurs propres graines eux-mêmes et soient obligés d'en acheter. Et elle dit, donc c'est elle qui dit comme ça, elle a découvert que la stratégie des multinationales, c'était de prendre le contrôle des semences grâce au brevetage et aux OGM, vendre aux paysans du monde entier ce que la terre leur offre gratuitement, les graines, et se rapprocher pour former un oligopole constitué de 5 grands groupes capables d'influencer largement, voire de déterminer les décisions des gouvernements et des institutions internationales. Donc voilà, donc c'est cette rencontre où elle a été un peu par hasard qui l'a décidé à lancer tout ce qu'elle a lancé par la suite pour contrer ce mouvement. Donc, en 1991, elle crée une association qui s'appelle Navdanya, qui veut dire 9 graines, ou le don de renouveler. Et l'objet de cette association, c'est de protéger la biodiversité en Inde et combattre les multinationales qui la menacent. Et elle prend comme symbole la graine. Et en 1995, elle achète une terre stérile à Dehradun, là où elle est née, et elle y implante une ferme. Et c'est là où, notamment, elle fait, plusieurs années plus tard, elle va lancer l'Université de la Terre, et ça se passe dans cette ferme-là. Dans cette ferme, elle commence par, évidemment, la cultiver.
mais en respectant justement les principes de la permaculture, l'agriculture bio, etc. Donc, en fait, quelle est l'idée derrière? C'est de changer sa relation à la nature par des manières de produire qui soient respectueuses de l'environnement. Ça veut dire se relier au cycle de la nature, se relier au cycle de l'environnement. Évidemment, ne pas utiliser d'engrais chimiques. C'est aussi ne pas faire de monoculture pour que les graines puissent continuer à se développer, etc. Enfin, et que la biodiversité puisse continuer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle reprend un principe de Gandhi qui était la pédagogie par l'exemple. Parce que Gandhi, il disait que la manière de révolutionner le monde, c'est d'être soi-même ce que l'on veut que le monde devienne. Donc, de devenir un exemple pour les autres, pour qu'ensuite les autres nous suivent. Et ainsi, plus il y a de monde qui va se former à ça, à ces principes-là, plus les choses vont pouvoir changer. Et aussi, elle s'est reliée à ce principe de faire des actions simples et efficaces. Parce que finalement, bon, sa ferme, elle est toute simple, elle est toute petite au départ. Maintenant, elle est beaucoup plus grande, mais bon, c'est rien par rapport aux multinationales, etc. Mais il n'empêche qu'elle a commencé son mouvement comme ça. Et ensuite, elle va lancer un mouvement de désobéissance des graines. Ça va être une action très importante. C'est-à-dire que pour empêcher justement les multinationales de mettre la main, de mettre un monopole sur les graines, elle va inviter les paysans à s'échanger les graines. Ce qui était interdit, puisqu'il y a des brevets sur les graines, on ne peut plus utiliser telle ou telle graine. Et ça. Ben non, elle va dire aux paysans, faites vos graines, échangez-les entre vous. Elle va monter des banques de graines, de semences, avec l'idée de pouvoir échanger. Et elle va mettre en relation des millions, là aujourd'hui ça se compte en millions, je crois que c'est 1 million de paysans en Inde et dans les pays alentours, qui s'échangent leurs semences, etc., qui continuent à se battre d'une certaine manière pour la biodiversité et qui préservent des graines qui aujourd'hui auraient disparu si les brevets des multinationales étaient strictement respectés. Parce que les multinationales, elles ont tendance à faire quoi? Elles sélectionnent les graines les plus résistantes, elles sélectionnent que certaines graines et pas les autres, etc. Et le problème, c'est que la biodiversité, elle en prend un coup à chaque fois. Donc elle va lancer ce mouvement-là. Elle fait aussi un lien puissant entre la préservation des graines et la sauvegarde des droits humains. Parce que ce qu'elle explique, c'est que quand il y a eu cette révolution verte en Inde, les paysans qui pensaient gagner de l'argent, vivre bien, plus de confort, etc., ont tout perdu. Ils n'avaient plus d'argent, ils ne pouvaient plus vivre. Et il y a eu des vagues, enfin il y a toujours d'ailleurs des vagues de suicides énormes dans le milieu agricole, parce que les gens ne s'en sortaient plus. Et en fait, si on réfléchit, moi, j'ai de la famille qui est dans le milieu agricole, et ça existe en France aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a des paysans qui se suicident, des agriculteurs, etc., qui se suicident parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire tourner leur ferme. Et dans notre pays, parce qu'on se dit, bon, ok, c'est en Inde, non, en fait, ça se passe chez nous aussi. Pour les mêmes raisons, parce qu'il y a des règles, des lois, etc., on ne peut pas utiliser tel truc, etc., voilà, donc on ne peut plus faire prospérer la nature. Donc une idée va germer dans son esprit, c'est de faire cette banque de graines. Et aujourd'hui, concrètement, c'est un réseau d'1 million de fermiers qui s'échangent leurs graines, etc., qui se sont aussi convertis à la permaculture, l'agriculture biologique, etc. C'est 2 millions d'hectares qui ont été convertis en agriculture respectant l'environnement et 125 communautés d'échange de graines en Inde. Ça, c'est les chiffres actuels. Je suis allé voir sur leur site internet. Et en même temps, ils ont créé une banque un petit peu de préservation des graines, parce que leur inquiétude, c'est de dire, si les multinationales arrivent à prendre le pouvoir sur toutes les graines, il n'y aura plus de graines pour préserver la biodiversité. Donc du coup, on peut le visiter quand on visite la ferme de Navdanya, ils ont une grande réserve avec des milliers d'espèces de graines, donc ils ont, je ne sais pas, je crois que j'ai regardé sur leur site, ils ont 700 espèces de riz, 500 espèces de tomates, etc., pour justement préserver. Parce que le problème, c'est que si les multinationales mettent des brevets sur tout, en fait, ils vont écarter tout un tas de graines qui vont être détruites et du coup, c'est perdu. Et donc là, ils en ont une à Dehradun, mais il y en a d'autres à d'autres endroits, et je sais qu'il y a d'autres associations dans le monde qui le font, etc., pour que si à un moment donné, le savoir-faire et la graine, elle est perdue, il y a cette réserve pour pouvoir se relancer d'une certaine manière. Donc en gros, c'est 2500 espèces de graines différentes conservées
à Dehradun, dans la ferme en question. Donc ce mouvement de la désobéissance des graines, ça rappelle un petit peu le mouvement, évidemment le mouvement de désobéissance de Gandhi, et notamment lui, il était parti sur le sel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la marche du sel en 1930, je crois. Parce que pour protester contre la taxation du sel, Gandhi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti marcher vers la mer. Évidemment, il a emmené plein de gens avec lui. Et il a été ramasser le sel directement pour montrer aux gens, regardez, en fait, ils n'ont pas à taxer le sel parce que c'est tout le monde, c'est à disposition de tout le monde, c'est un don de la nature. Vous ne pouvez pas vous l'approprier. Et Vandana Shiva fait la même chose parce qu'elle explique, elle dit, mais en fait, les multinationales sont en train de dire que les graines leur appartiennent alors qu'elles n'ont rien créé, rien inventé, c'est la nature qui l'a fait. Du coup, elles n'ont aucun droit, pas plus que Vandana Shiva d'ailleurs, elle le dit. Il n'y a pas de droit de propriété sur les réserves naturelles de manière générale. Elle part des graines parce que la graine, c'est vraiment le départ de toute vie. Et en fait, comme elle explique, si on préserve les graines, alors tout l'aspect écologique va changer parce que du coup, la biodiversité va pouvoir continuer, etc. Évidemment, il faut faire ce qu'il faut pour préserver les graines, tout ça, mais les graines après deviennent des arbres, deviennent des plantes, et du coup ça rééquilibre les échanges dans l'atmosphère, la faune réapparaît, enfin voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'elle montre dans sa ferme, parce qu'elle est aussi une scientifique, donc elle cultive la terre, mais elle fait aussi tout un tas de mesures, etc., avec son équipe, et ils se sont rendus compte que depuis qu'ils ont acheté leur terre, avec le temps, le niveau des nappes phréatiques qui était très bas sur leur terre à eux est remonté de manière considérable. Il y a la faune qui est réapparue, plein d'animaux qui avaient disparu, qui sont réapparus, des insectes notamment, mais aussi tout un tas d'animaux, des plantes et tout ça. Et c'est vrai qu'une remarque que je me suis fait quand j'y étais, c'est que, mine de rien, les champs de blé sur leur ferme sont plus beaux que les champs de blé d'à côté. C'est un peu... voilà, mais en fait, c'est un truc concret, quoi. Quand on regarde, on le voit, ça se perçoit, en fait. Donc c'est vraiment, elle essaye vraiment de montrer en fait qu'une autre solution est possible en fait. Elle est toute petite en soi. Enfin, Vandana Shiva, elle était seule au départ. Elle est partie, elle, toute seule au début pour aller de ferme en ferme, ou peut-être avec quelques personnes, mais elle-même allait faire le tour des fermes pour distribuer les graines, expliquer aux gens, etc., etc. Et puis finalement, il y a de plus en plus de gens qui la suivent. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus elle qui le fait. Mais elle a lancé un mouvement, quoi. Et mine de rien, dans les années 90, elle a fait le premier rassemblement, je ne sais plus exactement le nom, mais d'anti-mondialisation à Bangalore. Et aujourd'hui, il y a le même rassemblement à Cancun, à Seattle, etc. Enfin voilà, elle a lancé quelque chose parce qu'elle avait la volonté de le faire. Et d'ailleurs, elle nous disait souvent, s'il y a une volonté, il y a une voie. Ça, c'est vraiment un message important qu'elle pouvait nous donner. Et en même temps, en faisant ça, elle agit pour l'environnement, mais elle agit aussi pour les paysans, pour les hommes, parce qu'évidemment, un environnement meilleur, c'est meilleur pour les hommes. Des meilleures graines donnent une meilleure alimentation. Enfin voilà, il y a tout ce lien-là. Mais aussi, elle redonne les moyens aux paysans d'être acteurs de leur vie, de pouvoir avoir des revenus, de vivre correctement. Dans le livre que j'ai lu pour préparer cette conférence, elle donnait l'exemple à un moment donné d'une tribu en Inde qui était très en lien avec la nature, etc. Et un jour, les multinationales leur proposent toute leur technologie, etc. Eux, heureusement, ils avaient une certaine sagesse. Et en fait, ils répondent aux multinationales, ils disent, en fait, ok, si on prend vos produits, ok, on va gagner de l'argent. Par contre, on va perdre nos terres, notre nourriture, les liens entre nous, tout ce qui fait la richesse de notre communauté, qui n'est pas monétaire, on va le perdre. Donc non merci, on n'en veut pas. Et Vandana Shiva, c'est ce message-là en fait qu'elle essaye de remettre. Les échanges de graines, les paysans, ils partagent, ils créent des liens, etc. Donc au fond, profondément, le message, c'est que le monde manque de liens, et du coup, elle essaye de retisser des liens, et par ça, on impacte aussi la réalité sociale du monde, et pas juste la réalité écologique. Donc c'est vraiment, pour moi, les messages vraiment importants qu'elle peut véhiculer. C'est aussi redonner à l'humain sa responsabilité vis-à-vis de la nature, son rôle de protection et de préservation. Parce que dans l'idée justement de changer de relation avec le monde,
Et bien justement, si on arrive à sortir de cette vision de la nature est à notre service pour nous donner ce dont on a besoin, ben on peut changer les choses si on commence à se dire, ben non, en fait, la nature, c'est un don qu'on doit préserver, qu'on doit protéger pour pouvoir vivre mieux aussi, pour pouvoir changer les choses. Alors son combat porte ses fruits quand même. Elle a eu quand même un certain nombre de victoires contre les multinationales. Elle a notamment obtenu l'annulation d'un brevet déposé par une entreprise américaine sur le riz basmati notamment. Elle a obtenu l'annulation d'un autre brevet sur le blé, etc. Elle a aussi obtenu, par exemple, que des projets de construction d'usines, notamment de Coca-Cola, soient arrêtés. Parce qu'en fait, Coca-Cola arrivait dans la région en disant « on va vous donner plein d'emplois ». Mais en fait, pour faire du Coca-Cola, il faut énormément d'eau. Donc, ils puisaient toutes les ressources en eau de la région et les gens n'avaient plus d'eau. Donc, ils ne pouvaient plus vivre parce que plus d'eau. Et donc, elle a, à part des combats non violents avec d'autres, avec des femmes, elle a réussi à arrêter ces implantations. Un autre aspect, effectivement, du combat pour l'écologie de Vandana Shiva, c'est qu'elle s'appuie beaucoup sur les femmes. Parce qu'elle dit que c'est plus dans la nature féminine de prendre soin. Donc c'est aussi pour ça qu'elle... Et aussi, il y a aussi cette idée qu'elle veut aider les femmes à pouvoir s'émanciper, etc., à devenir vraiment actrices de leur vie. Mais il y a vraiment ce côté que dans la nature féminine, voilà, le prendre soin est plus naturel, c'est plus dans les préoccupations. Et c'est pour ça qu'elle soutient énormément les femmes et qu'elle est très active aussi pour le féminisme et notamment l'écoféminisme, donc l'écologie reliée au combat féministe. Mais tout ça, elle le fait au risque de sa vie. Parce qu'elle reçoit des menaces de mort très régulièrement, évidemment, de la part des gens qui ont des intérêts contre ce qu'elle fait. Et elle a écrit un certain nombre de livres aussi, où elle parle de tout ça. Par exemple, un livre qui est en anglais qui s'appelle « Soil, not oil », qui veut dire « la terre, pas le pétrole », ou alors « Earth Democracy », qui veut dire « la démocratie de la terre », ou « écoféminisme » aussi. Voilà. Donc, on voit vraiment qu'elle a développé une vision qui mêle à la fois urgence écologique et droit humain. En fait, elle fait vraiment le parallèle qu'il y a un lien direct entre les problèmes au niveau écologique et tous les problèmes sociétaux qui existent dans la société. Elle donnait l'exemple, par exemple, que la révolution, ce qu'on appelait le printemps arabe, a démarré parce qu'en Égypte, par exemple, ils réclamaient du pain. Dans leurs revendications, ils disaient du pain et je ne sais plus quoi. En Tunisie, je crois, la révolution a commencé avec un paysan qui s'est immolé par le feu parce que justement désespéré de ne plus pouvoir agir, quoi. Donc elle explique que beaucoup de choses pourraient être réglées si on changeait notre relation à la nature et du coup on aurait un impact direct sur les problèmes de faim, de distribution alimentaire et de revenus aussi pour les gens les moins riches. Mais tout ça passe par un changement intérieur. C'est là avec le lien avec Swaraj, Satyagraha et Ahimsa, parce que tout ça, pour le mettre en pratique dans le monde extérieur, il faut d'abord le faire en soi-même. Ça ne peut pas être des gens qui sont portés par des pensées négatives et violentes qui peuvent mettre ça en place. C'est pour ça que c'est important de vraiment intégrer les choses dans notre propre vie avant de se lancer pour lancer un mouvement. Sinon, rapidement, les choses changent. Et Vandana Shiva, vraiment, en 10 jours, je ne l'ai pas vue en colère ou faire preuve de violence, je ne sais pas. Enfin, toujours un message positif. Pourtant, elle va nous parler de choses parfois terribles, quoi. Elle va nous donner des chiffres qui étaient terribles, elle nous racontait des histoires qui étaient terribles, mais toujours avec un grand sourire, une grande ouverture et jamais de désespoir. Et ça, c'est vraiment important. Elle n'est jamais désespérée. Elle trouve toujours la force de rebondir malgré les difficultés, etc. Et elle a dû en avoir beaucoup. Et notamment, là, j'ai une citation qu'elle nous a donnée dans le cours. Le monde entier a le potentiel pour l'amour et pour la haine. Nous avons le potentiel pour embrasser la démocratie ou continuer d'être exploités. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Donc on a beaucoup parlé de Vandana Shiva. On va maintenant passer à Satish Kumar, qui est un grand ami de Vandana Shiva. C'est lui qui a inspiré la création de l'Université de la Terre.
Parce que autant Vandana Shiva allait plus sur un aspect scientifique, combat écologique, etc. Lui, il est aussi sur l'aspect combat écologique, mais vraiment plus sur un aspect éducation. Éduquer les gens vers une autre manière, une autre vision des choses, une autre vision du monde. Donc quelques éléments biographiques. Satish Kumar, il est né en 1936 et il est né dans une famille Jain. Donc Jain, c'est une religion en Inde et qui justement parle beaucoup de la non-violence, comment être en relation avec la nature, créer un autre lien avec soi-même, avec les autres, avec la nature, enfin vraiment inspiré par la non-violence. Il a été nourri de ça pendant toute son enfance. Et il va même devenir lui-même un moine Jain à l'âge de 9 ans. Et c'est lui qui a fait le choix. Ce n'est pas sa famille qui lui a dit de devenir moine. C'est lui qui, à un moment donné, a quitté sa famille pour rentrer dans un monastère pour devenir moine Jain. Et après, quand il a eu 18 ans, il a lu une biographie de Gandhi et il s'est rendu compte qu'en fait, il voulait servir le monde. Il voulait être au service du monde et du coup, il s'est dit, c'est pas en restant enfermé dans un monastère que je pourrais agir pour le monde. Donc il a quitté le monastère et il a commencé ses combats pour l'écologie, pour la non-violence, etc. Il a d'abord rejoint un personnage qui s'appelle Vinoba Bhave, ou Bhave, je ne sais pas exactement comment on le dit, qui était un disciple direct de Gandhi, quelqu'un qui a agi directement avec Gandhi. Et il l'a rejoint, et c'est là qu'il a commencé ses premiers combats non violents. Et il s'est fait connaître à l'âge, je ne sais plus, 20, 21 ans, enfin il était très jeune, parce qu'il est parti avec un ami, donc c'était dans les années 60, il est parti avec un ami pour une longue marche, une très longue marche. Son objectif, c'était partir de l'Inde et rejoindre les 4 grandes capitales nucléaires de l'époque, donc Paris, Londres, Washington et Moscou, à pied, pour aller rencontrer les dirigeants de ces 4 pays, pour leur expliquer pour leur délivrer un message sur le nucléaire, pour leur dire que utiliser l'arme nucléaire, leur expliquer en quoi ce n'était pas une bonne chose, pour résumer un peu les choses. Donc il est parti à pied avec son ami et ils avaient aussi ils avaient reçu comme cadeau de Vinoba Bhave justement. Et il leur avait donné comme cadeau, alors mon cadeau c'est vous marcherez sans emmener d'argent et sans avoir de nourriture, etc. Il faudra vous débrouiller pour trouver la nourriture tout au long du chemin. Et donc ils ont marché pendant, alors je ne sais pas combien de jours, ils ont fait les 4 capitales et sur le chemin, ils rencontraient les gens, ils partaient à la rencontre des gens, et c'est les gens qui les invitaient à dormir chez eux, à manger, etc. Enfin, voilà. Et ils ont réussi comme ça, sans argent, à faire le tour du monde. Et ils ont rencontré 3 dirigeants sur 4. Il n'y a que le général de Gaulle qui a refusé de les rencontrer. Il nous a expliqué que les policiers ont commencé à être un peu violents avec eux, donc du coup ils ont été obligés de partir de l'Élysée. Mais mine de rien, ils ont rencontré, et ils n'ont pas rencontré le président américain parce qu'il venait de se faire assassiner. Donc c'était Kennedy. Ils étaient sur le bateau quand Kennedy a été assassiné, mais ils ont rencontré celui qui faisait l'intérim, entre guillemets. Donc voilà. Et ce voyage, ça l'a profondément marqué parce qu'en fait, il a pu mettre en pratique tout un tas d'enseignements. Notamment, par exemple, il nous expliquait un truc qui m'avait marqué. Il nous avait dit qu'en fait, il avait développé une attitude de gratitude en permanence, quoi qu'il arrive. Et un exemple concret qu'il avait donné, c'est par exemple, quand on marche, si les gens nous donnent à manger, on est en gratitude parce qu'on leur a donné à manger. Et si les gens ne nous donnent pas à manger, on les remercie pour nous donner l'occasion de jeûner parce que ça aide notre santé. Vous voyez un peu l'état d'esprit. C'est pas « Ah, il ne m'a pas donné à manger, etc. » Non, c'est voilà, je suis heureux de ce qui se passe, en fait. On me donne à manger, tant mieux. On ne m'en donne pas, tant mieux. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Et moi, il y avait une question qui m'avait taraudé quand il racontait ça, et je suis allé le voir. Quand il racontait ça, je lui dis « Oui, mais en même temps, on vit au crochet des autres, quoi, d'une certaine manière. Voilà, je suis un peu embêté par rapport à ça, quoi. » Et il dit « Mais en fait, au fond, il faut comprendre que quand on accepte de recevoir, on donne à l'autre l'opportunité de donner. Et en fait, pour lui, il n'y a rien de plus beau que le don. Donc en fait, et lui-même, en fait, quand il venait, il donnait aussi de sa présence, de son enseignement, etc. etc. Et il acceptait de recevoir parce que ça aidait l'autre. Donc en fait, c'est une idée d'entraide, en fait. C'est-à-dire que l'autre, certes, lui donne à manger, ça l'aide, mais ça aide aussi l'autre à grandir, à s'ouvrir à l'autre, à rencontrer l'autre, etc.
Et donc, c'était un point de vue vraiment intéressant parce que moi, j'étais vraiment taraudé par cette question. Moi qui, à ce moment-là, est en train de voyager avec mon sac à dos, etc. Et je me disais, mais je veux être dépendant de personne, voilà, me débrouiller tout seul. Et en fait, lui, bah, il fait vraiment d'une certaine manière une ode un peu à la dépendance. Mais pas la dépendance dans le sens négatif de je suis dépendant de l'autre, etc. Un peu comme dans le poème tout à l'heure, je suis dépendant de la violence, elle me possède complètement, etc. Mais comprendre qu'en fait, on vit dans un monde de relations, un grand réseau avec les êtres humains, avec nous-mêmes aussi, avec la nature, etc. Et en fait, il existe cette interdépendance entre nous tous. Et du coup, c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre. Et ça nécessite justement de changer aussi sa posture. Parce qu'accepter que l'autre nous aide, c'est pas toujours facile. Accepter qu'on peut recevoir quelque chose, c'est parfois plus dur que de donner. Mais en fait, si on arrive à ça, et à le faire de manière harmonieuse, etc., on peut changer les choses. Parce qu'imaginez une société où deux peuples qui, en fait, se font la guerre, mais en fait, au bout d'un moment, décident de s'entraider, ça change tout. Et ça me fait penser à une anecdote personnelle. Il y a longtemps, quand j'avais 16 ans, on a accueilli chez nous une correspondante allemande. Et pendant qu'elle était là, on a été chez mes grands-parents, et on a mangé ensemble et tout ça, bon voilà. Et ma grand-mère qui me dit, si quand j'étais jeune, on m'avait dit qu'un jour il y aurait une Allemande à ma table, parce que ma grand-mère, elle est née en 1925. Elle a connu la Première Guerre mondiale. Elle est née à la sortie de la Seconde Guerre, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale et elle est née juste après la Première Guerre mondiale. Voilà. Là, c'est un exemple en fait. À partir du moment où Français et Allemands se sont dit plutôt que de se battre, on va travailler ensemble, du coup, on arrive à quelque chose de positif. Et là, imaginez avec tous les conflits qu'il y a actuellement, si les peuples réussissaient à travailler ensemble et à grandir ensemble et à se dire qu'en fait, avoir des échanges constructifs qui sont gagnant-gagnant avec son voisin, c'est bien pour moi aussi, ça changerait beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est la même chose avec la nature et tout ça, mais c'est aussi la même chose avec soi-même. Parce que peut-être que nous aussi, des fois, avec nous-mêmes, on est un peu violent, un peu exigeant, on se flagelle un petit peu, voilà. Et si on arrive à être dans une relation plus positive à soi-même, ça peut aussi changer beaucoup de choses dans nos vies. Donc, pour revenir un petit peu sur Satish Kumar, en dehors de cette marche vers les 4 capitales nucléaires, il s'est installé en Angleterre avec son épouse qui est anglaise et il a créé une école qui s'appelle The Small School, la petite école, qui est une école primaire où on enseigne d'abord aux enfants un retour à la simplicité, apprendre à être en relation les uns avec les autres avant de se focaliser sur les maths, la langue, la physique, etc. Toutes ces matières. Avant de se mettre sur les matières scolaires classiques, on leur apprend déjà à cultiver la terre, à cuisiner ensemble, à travailler en équipe, à créer des relations de manière harmonieuse, à assumer les conflits, ne pas se battre, etc., etc. Avant ou en même temps, parce que quand on fait une recette de cuisine, on apprend à compter, on apprend à lire, voilà. Mais on part d'abord des savoir-faire de base pour vivre harmonieusement en société. Et puis, il va aussi, donc ça c'est en 1973 qu'il va fonder cette école, et puis en 1990, il va fonder le Schumacher College, qui est un centre de formation internationale en écologie holistique. Donc holistique, ça veut dire qu'il prend en compte tous les paramètres d'une situation. Et donc en écologie holistique et pratique de la vie durable. Donc c'est surtout un lieu d'expérimentation pour permettre aux activistes écologistes du monde entier de pouvoir se former justement à la non-violence. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le combat de Satish Kumar, il est vraiment sur l'éducation. Et c'est vrai que dans l'Université de la Terre, il y avait Vandana Shiva, Satish Kumar, les 2 intervenants principaux et d'autres intervenants. Et Satish Kumar était vraiment sur un aspect éducation et philosophie. Quand Vandana Shiva était plus scientifique, plus relié à ça, même si elle parlait de philosophie et de Gandhi, etc. Mais son domaine, c'est l'écologie, la science, quand Satish Kumar, c'est plus l'éducation et la philosophie, voilà. Un livre qui est très intéressant, que je suis en train de lire, je n'ai pas eu le temps de tout le lire, c'est « Tu es donc je suis » de Satish Kumar.
Il a repris la phrase célèbre de Descartes, « Je pense donc je suis », mais il l'a transformée en « Tu es donc je suis ». Pourquoi? Parce qu'il explique que grâce à l'autre, on devient qui on est aussi. Donc c'est pareil, c'est cette idée d'interdépendance. Alors tu es donc je suis, ça peut être moi avec la personne en face de moi, mais ça peut être moi avec moi-même aussi, d'une certaine manière, et moi avec la nature. Le tu peut être la nature et moi et je, c'est moi. Quelle est ma relation avec la nature? Et la nature a des choses à m'apprendre. Et l'autre a des choses à m'apprendre aussi, et peut-être que si je m'écoute, j'ai des choses à m'apprendre à moi-même aussi, mine de rien. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et un triptyque qu'il a développé, c'est le triptyque terre, âme et société. Parce qu'il explique que dans les religions, il y a souvent des triptyques. Par exemple, pour les hindous, il y a Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, Shiva, le destructeur. Les chrétiens parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et même, il a cité l'exemple de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Ça va souvent par trois. Et bien, lui, il développe une trinité différente, qui est terre, âme et société, parce qu'il estime que les autres sont axés, il estime que celle-là est axée sur une quête spirituelle ou sociale, là où les autres trinités pêchent par excès d'anthropocentrisme. C'est-à-dire que les autres sont trop focalisés sur l'homme, en fait, d'une certaine manière. Et en fait, les autres trinités, pour lui, ne disent rien de notre relation à la nature, et elles taisent la nécessité d'établir un lien entre pratique sociale et exercice spirituel. C'est pour ça que lui parle de terre, âme et société. Il dit encore que la nature, la terre, a une âme, que c'est un être vivant, bienveillant à notre égard. Et notamment, il dit « Tout vient de la terre et retourne à la terre. Les aliments qui nous donnent vie viennent de la terre. Elle abrite l'eau sans laquelle la vie n'existerait pas. Si nous prenons soin de la terre prendra soin de nous. La terre nous unit et nous relie les uns aux autres. Elle nous soutient, elle nous contient. D'elle dépend notre existence même. » En fait, il nous dit clairement qu'on ne peut pas vivre sans la terre. Donc, c'est plutôt en fait dans notre intérêt de la protéger d'une certaine manière et d'en comprendre les lois pour essayer de comprendre comment on peut interagir dans cet environnement. Donc, ça s'oppose à la vision matérialiste où la terre est un objet que l'homme peut consommer. Et ça invite l'être humain à élargir son espace de conscience selon trois liens. Le lien à soi-même, le lien aux autres et le lien à la nature. Et donc associé à la pratique de la non-violence, en développant évidemment des pensées et des comportements de compassion, de bienveillance, en direction de ces trois éléments. Donc en fait, il nous invite à développer l'harmonie dans ses relations selon ces trois aspects, avec pour finalité d'arriver au bonheur. Et en fait, si on élargit ça à d'autres philosophies, il se trouve que tous les grands mouvements philosophiques et beaucoup de civilisations se sont toujours intéressés à ces trois liens qui décrivent en fait des grands questionnements que tous les hommes ont en fait finalement. Parce que la question de quelle relation établir avec soi-même, quelle relation avec les autres, quelle relation avec la nature, c'est une question que toutes les civilisations dans l'histoire se sont posées à certains moments et certains ont trouvé des réponses, d'autres ont trouvé d'autres réponses. Et donc, c'est pour ça que nous, ici, on propose un programme d'activité qui est aussi en lien avec ces trois liens. Dans le premier cycle dont vous a parlé Adeline tout à l'heure, il y a ce lien à soi-même, dans une matière qui s'appelle l'éthique, où on apprend vraiment à essayer de comprendre comment on fonctionne, etc., pour établir un autre lien avec soi-même. Il y a le lien avec les autres, où là, on va étudier les différentes civilisations, le meilleur des civilisations, pour voir comment ça peut nous inspirer pour nous aujourd'hui développer un autre modèle de civilisation d'une certaine manière, déjà rien qu'avec nos amis, notre entourage et tout ça. Et puis, il y a aussi le lien à la nature qui est abordé, aux grandes lois de la nature, essayer de mieux les comprendre pour pouvoir mieux les vivre au quotidien. Alors, on n'a pas piqué les idées de Satish Kumar n'a pas piqué nos idées, c'est simplement que c'est dans toutes les philosophies. On retrouve ce lien dans toutes les philosophies traditionnelles, anciennes. Pas forcément les philosophies modernes, justement, mais toutes les philosophies anciennes, traditionnelles, on le retrouve. Chez les stoïciens, on retrouve les mêmes idées. L'interdépendance avec la nature, chez les stoïciens, c'est très important. La maîtrise de soi, donc le svaraj, ça existe aussi chez les stoïciens, par exemple. Donc les stoïciens, c'est des philosophes de la Rome antique.
On retrouve ça chez Socrate, Platon, voilà. C'est assez vaste. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une autre vision du monde qui est proposée là. Comprendre qu'en fait, il y a plein de relations dans le monde et qu'on a notre part à jouer là-dedans et qu'on est responsable aussi de ces relations. Un peu comme tout à l'heure, l'exercice qu'on a fait, ça n'aurait pas été la même chose si vous n'aviez pas posé une question de sens, une question profonde. Si vous aviez posé une question bateau, il n'y aurait pas eu ce lien dont vous avez parlé tout à l'heure, par exemple. Ou il serait venu plus tard. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais il y a besoin d'aller plus en profondeur dans les choses pour qu'il se passe quelque chose. Donc si on veut vraiment connaître ne serait-ce que son voisin, allez lui demander quel changement il veut voir dans le monde. Voilà, par exemple. Voilà, donc une autre idée qu'on retrouve vraiment chez Satish Kumar, du coup, c'est que l'être humain est comme un microcosme. Cosmos, enfin microcosme, micro-petit, cosmos, univers. L'être humain est un petit univers qui interagit dans le macrocosme, qui est le grand univers, justement. Et en fait, on retrouve vraiment cette interdépendance entre les choses. Une image qui me vient, c'est par exemple comme dans l'être humain, on a des organes qui sont tous différents, etc. Et pourtant, ils agissent tous ensemble pour qu'on puisse vivre. Là, c'est la même chose. Tous les êtres humains devraient, dans cette vision des choses, devraient agir ensemble pour justement faire grandir eux-mêmes, faire grandir les civilisations, faire grandir la nature et tout ça. Tout ça dans le respect, dans la bienveillance, tout ça avec maîtrise de soi, avec non-violence et tout ça. Et voilà. C'est un peu, c'est tout un programme. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive dans nos sociétés actuelles. Mais en tout cas, ça existe. Parce que vous allez à Navdanya pendant une semaine, vous vivez une autre manière de vivre. Et eux, c'est toute l'année qu'ils vivent comme ça. Nous, c'est 10 jours quand on y va. Si après, on fait le choix de continuer ou de ne pas continuer. En fait, eux, c'est toute l'année qu'ils vivent ça. Et moi, je peux témoigner qu'ici, c'est un peu pareil. On essaye d'établir des relations différentes, d'essayer de se relier par des grands principes philosophiques plutôt que simplement par « bonjour, comment ça va ?» quoi. On essaye de construire aussi ensemble. Il faut savoir que toute cette école de philosophie, elle est construite par la volonté, parce que tout le monde est bénévole et personne ne gagne d'argent, on n'a pas de subvention et pourtant on y arrive. Donc, c'est parce qu'il y a autre chose qui nous relie et qui nous unit au quotidien. Voilà, donc, avant de terminer, en fait, pour conclure, en fait, on peut dire que même si la transition non violente de Gandhi, elle n'a pas fonctionné aussi bien qu'il le voulait, au fond, quel était le problème? C'est qu'en fait, lui, il avait changé intérieurement, mais pas les gens qui le suivaient. En fait, les gens qui alors, pas tous, certains quand même étaient dans le truc, mais pas la majorité. Certains étaient dans une forme de résistance passive, c'est-à-dire qu'ils suivaient ce que disait Gandhi, mais intérieurement, il n'y a pas eu le déclic. Et c'est pour ça que, hop, dès qu'ils ont atteint l'objectif, clac, la nature humaine, dans le sens des instincts, on va dire, a repris le dessus, et hop, on retourne dans une guerre civile. Mais néanmoins, Gandhi et tout le mouvement de la non-violence en général continuent d'inspirer des milliers de personnes dans le monde, dont Vandana Shiva et Satish Kumar, mais pas que. Et Vandana Shiva et Satish Kumar sont à la fois des exemples à suivre qui alignent leurs pensées, leurs paroles et leurs actes, qui œuvrent pour changer le monde. Et pour ça, ils ont développé une grande simplicité. Ça, c'est aussi un point qui m'a marqué, c'est la simplicité de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Il n'y a pas besoin de choses extraordinaires, il n'y a pas besoin de moyens technologiques extraordinaires pour tout révolutionner. Il suffit simplement de chercher des idées qui ont du sens, qui sont simples, qui sont même, voilà, ils prônent de faire des petites choses, mais des petites choses qui ont du sens. Donc le changement commence à un niveau individuel avant d'être collectif. Il va de l'intérieur vers l'extérieur. Et un changement durable et meilleur se fait en étant relié à la nature et aux autres. Donc en acceptant de changer nos relations avec tout ce qui nous entoure. Donc c'est une recherche d'harmonie avec soi-même, avec les autres et la nature. Et justement, les grands changements de l'histoire, les actions les plus justes et altruistes, sont toujours basées sur une vision philosophique. Donc ça part toujours de là. Ça ne part pas d'ailleurs. C'est-à-dire comment on se représente soi-même, comment on représente le monde, comment on représente la société. Quelle est notre vision de l'homme?
Et justement, aujourd'hui, partant de ce postulat, Nouvelle Acropole, en fait, a construit justement sa charte. Elle n'est plus affichée dans cette salle, mais elle était affichée pendant longtemps. Et on retrouve tout ça dans notre charte. Promouvoir un idéal de fraternité universelle, c'est un principe d'unité entre les hommes qui est aussi défendu par Gandhi. Gandhi disait que tous les hommes étaient son frère. C'est pour ça qu'il ne voulait pas la partition entre l'Inde et le Bangladesh, et voilà, parce que tout le monde est frère. Tout à l'heure, on discutait, je ne connais pas votre prénom, mais on discutait tout à l'heure par rapport à... On échangeait ensemble, et vous me disiez que dans l'ashram, tous les ashrams en Inde ont un symbole qui réunit tous les symboles des religions autour d'un même cercle. Ça, c'est intéressant. Les religions ne s'affrontent pas, elles se relient autour de quelque chose de commun dans ce symbole. Le deuxième principe de notre charte, c'est éveiller l'amour de la sagesse par l'étude comparée des philosophies, des religions, des sciences et des arts, pour amplifier la connaissance de l'univers, de la nature et de l'être humain. Ça, c'est le satyagraha de Gandhi, dans le sens de la quête de la vérité. En fait, essayer de vraiment comprendre comment les choses fonctionnent, quelle est la vérité, qu'est-ce qui est juste aussi. Et concrétiser le meilleur du potentiel humain en favorisant notre pleine réalisation en tant qu'individu et notre intégration dans la nature et la société, non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur dans un monde à améliorer. Là, on retrouve le Swaraj de Gandhi, mine de rien. Et pourquoi on le retrouve là? Pas parce qu'on s'est inspiré de Gandhi ou que Gandhi s'est inspiré de nous, mais parce que c'est les principes qui irriguent, j'y reviens, toutes les philosophies depuis la nuit des temps. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre au fond quel est le message de Gandhi et au fond quel est le message de toutes les philosophies anciennes. C'est qu'en fait, c'est en décidant de se libérer de ces chaînes et en acceptant de grandir intérieurement d'abord que l'être humain pourra faire face aux défis actuels. Donc la voie de la non-violence est une voie d'élévation de la conscience, de responsabilité pour remettre l'humain au centre de notre modèle de société et à sa juste place dans la relation avec la nature. Donc merci à tous. Merci.